L'Odyssée prend vraiment son temps pour arriver à son dénouement, et la fin du film soulève des questions intéressantes. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Le nouveau film de Christopher Nolan adapte le poème épique du même nom attribué à Homère, l'une des plus anciennes œuvres littéraires au monde qui relate le périple tourmenté du héros grec Ulysse pour regagner sa patrie après la guerre de Troie. Dans l'œuvre originale, lui et son équipage subissent la malédiction de Poséidon après que Ulysse a bravé avec arrogance le cyclope Polyphème, l'un des fils du dieu de la mer. Dans le film, cet événement a peut-être lieu. Quoi qu'il en soit, les soldats qui rentrent au pays sont frappés par une succession de tragédies, jusqu'à ce que Ulysse soit le seul survivant. Tout le récit culmine au moment où Ulysse rentre enfin chez lui, à Ithaque, 2 décennies après son départ, pour purger sa demeure des prétendants intrigants qui dilapidaient ses biens. Le récit prend toutefois le temps de construire cette séquence. Il arrive déguisé et prépare minutieusement ses actions, n'étant reconnu que par quelques rares personnes avant de révéler son identité en relevant le défi de Pénélope. Bander son vieil arc de chasse et décocher une flèche à travers une rangée de haches, un exploit que lui seul avait jamais accompli. S'ensuit un véritable déchaînement de violence contre les prétendants, avec un surtout particulier réservé à leur chef de fée, Antinoos. Dans les derniers instants du film, Ulysse et Pénélope sont enfin réunis, mais ils quittent Ithaque ensemble. Auparavant, alors qu'il s'adressait aux âmes de ses compagnons défunts dans les enfers, Ulysse avait reçu pour mission de naviguer vers l'inconnu, vers l'ouest, afin d'honorer ceux qui n'avaient pu enterrer dignement. Malgré le temps qu'il lui avait fallu pour rentrer chez lui, son destin n'était pas d'y rester. C'est leur fils, Télémaque, qui monte sur le trône. Mais si cette ultime scène baigne dans la lumière chaleureuse de retrouvailles heureuses, le dénouement du film soulève des questions d'une grande gravité. La question de savoir pourquoi Ulysse et son équipage sont en proie à une telle malchance lors de leur périple de Troie vers Ithaque plane sur tout le film. Toutefois, au fil du récit, Nolan délaisse les forces extérieures pour se concentrer davantage sur le tourment intérieur de son héros. Ulysse finit par devoir affronter une vérité difficile. Il ne souhaite pas réellement rentrer chez lui. On lui en demande la raison à plusieurs reprises dans le dernier tiers du film, mais ce n'est que lorsqu'il s'entretient enfin avec son épouse, sous les traits d'un vieux vétéran de la guerre de Troie, pauvre et usé par les épreuves, qu'il accepte d'envisager la réponse. Dans l'univers de l'Odyssée, on ne tarit pas d'éloges sur Ulysse, et ce, littéralement en chanson. L'idée de dissimuler des soldats grecs dans un cheval de bois présenté comme une offrande d'adieu à Athéna, divinité vénérée tant par les Grecs que par les Troyens, a permis de remporter la guerre et a déjà été immortalisé par les bardes. Dans le film, cet épisode est relaté à Télémaque par Ménélas, roi de Sparte et compagnon d'armes de Ulysse. Son témoignage offre un point de vue bien plus intime que les récits des bardes. Pourtant, la vérité de Ménélas diffère quelque peu de celle de Ulysse. En vivant cet instant, ce dernier a pris conscience avec effroi que son acte n'avait rien d'héroïque. Aussi ingénieux qu'ait été le stratagème du cheval de Troie, il n'en demeurait pas moins perfide. Il exploitait les conventions de la société civilisée pour massacrer toute une cité. Ulysse assista à la chute de Troie dans un état proche de la dissociation, voyant même la décapitation de la statue d'Athéna comme si la déesse de chair et de sang elle-même était exécutée sous ses yeux. Il en vint à considérer cet instant comme la fin du monde. Cette trahison de la confiance fondamentale allait précipiter l'érosion de coutumes telles que la loi de Zeus, fondée sur ces liens fragiles entre les êtres qui nous retiennent de recourir à la violence au moindre désagrément. Et la civilisation, telle qu'il la connaissait, allait peu à peu s'effondrer. C'est en fin de compte ce qui l'empêchait de regagner sa chère Ithaque, la raison pour laquelle il refusa de suivre le navire d'Agamemnon, provoqua inutilement Polyphème et céda avec tant d'empressement à la tentation du lotus, cette fleur qui engourdit l'esprit. Il ne voulait pas rentrer chez lui parce qu'il estimait ne pas le mériter et parce que, après ses actes, le foyer qu'il avait quitté ne pourrait plus jamais être le même. Cette idée émerge avant l'ultime révélation de Ulysse. Télémaque apprend de Mélénas que le bruit court que des individus dangereux, venus de la mer, débarquent sur les côtes grecques et y sèment le chaos. Chez Télémaque, les prétendants bafouent depuis des années la loi de Zeus et semblent prêts à l'enfreindre une fois pour toutes en assassinant l'héritier de Ulysse. Chacun voit bien que le tissu social se délite. C'est toutefois lorsque Ulysse et ses hommes rencontrent Circé que cette idée s'impose avec le plus de force. La scène où elle est métamorphose en porc compte assurément parmi les plus marquants du film, mais ce qui importe ici, c'est la raison qu'elle invoque. Ils sont
selon elle, déjà des porcs et leur apparence humaine n'est qu'un déguisement. La violence brutale dont ils ont fait preuve en tant que soldats ne leur a pas été imposée. Elle faisait déjà partie intégrante de leur être et relève désormais de leur nature profonde. Elle soutenait qu'ils auraient fini par l'attaquer, quoi qu'il arrive. Au-delà de la question de savoir si ces hommes précis seraient effectivement passés à l'acte, on comprend que Ulysse partage, dans une certaine mesure, le fond de sa pensée. Cette prise de conscience a germé en lui lors du sac de Troie. Il finit par comprendre que ces gens de la mer ne sont pas des envahisseurs étrangers, mais ses propres compagnons d'armes, des Grecs qui ont violé et pillé pour le compte d'Agamemnon lors de la guerre à l'étranger, et qui ont continué à le faire une fois rentrés au pays. C'est un constat qui donne à réfléchir et qui s'inscrit dans la volonté de Nolan, tout au long de son adaptation, d'injecter une bonne dose de réalité crue et brutale dans ce récit fantastique empreint de mythologie, ce qui soulève une question plus vaste. L'une des différences les plus frappantes entre ce film et le poème original réside dans la place accordée aux dieux de l'Olympe. Dans l'Odyssée de Homère, ils sont bien réels. La colère de Poséidon empêche Ulysse de regagner son foyer, tandis que l'aide constante d'Athéna lui garantit non seulement d'y parvenir, mais aussi d'y trouver une victoire légitime. Cette dernière intervient également souvent dans la vie de Télémaque, prenant fréquemment l'apparence de mentor pour lui prodiguer de sages conseils. C'est Hermès, le messager des dieux, qui ordonne à Calypso de mettre un terme à la captivité de Ulysse et de le libérer. Le film de Nolan adopte une approche différente. Il s'ouvre notamment en évoquant une époque de magie apparente, une expression qui peut s'interpréter de deux manières. Par exemple, soit la magie était visible de tous, comme lors de la rencontre avec un cyclope, soit le monde semblait simplement magique, chaque coup de tonnerre étant alors perçu comme l'expression de la volonté de Zeus. Le film oscille entre ces deux interprétations. Toutefois, en ce qui concerne les dieux eux-mêmes, tout porte à croire qu'ils n'ont aucune incidence sur les affaires des mortels, si ce n'est dans l'imagination des personnages. La seule divinité de l'Olympe apparaissant physiquement dans le film est Athéna, bien que son rôle y soit considérablement réduit par rapport à la version originale. Si jamais Télémaque croise la déesse sous une forme déguisée, cela n'est jamais explicitement révélé, ni lui ni au spectateur. Certes, il remarque que Mentor possède des yeux sages, les yeux d'Athéna, un clin d'œil au rôle du personnage dans le texte original. Mais il tient les mêmes propos à Ulysse, alors que celui-ci est déguisé, laissant entendre qu'il cherche à déceler la main guidante de Athéna dans sa propre vie. En réalité, Athéna n'apparaît qu'à Ulysse, qui pourrait bien l'avoir fait surgir de son imagination. Ce sentiment d'absence du divin imprègne l'Odyssée. Dans la mythologie, la guerre de Troie trouve son origine dans le choix de Paris, prince de Troie, désignant Aphrodite comme la plus belle des déesses, au détriment de Athéna et d'Héra lors de l'épisode connu sous le nom de Jugement de Paris. Aphrodite avait offert à Paris la plus belle des mortelles, Hélène, alors que celle-ci était déjà mariée au roi Ménélas de Sparte. Agamemnon, le frère de Ménélas, rassembla alors les troupes grecques pour envahir Troie et la reconquérir. Le rôle de Hélène dans cette histoire s'inscrit dans le récit de Nolan, mais le film nous le présente d'emblée comme un simple prétexte tape à l'œil. Dans un flashback précédant son départ, Ulysse affirme que cette campagne n'est pour Agamemnon qu'un moyen de s'emparer de routes commerciales stratégiques contrôlées par les Troyens. Il ne s'agit donc pas d'une intervention divine, mais de pure politique. Plus tard, lorsque les survivants de l'équipage d'Ulysse fuient Polyphème, le film ne donne pas une importance démesurée à la malédiction lancée par le fils de Poséidon. Au contraire, tout porte à croire que l'équipage s'accroche de lui-même à cette superstition. Par ailleurs, l'évolution de Ulysse nous amène à penser que le principal obstacle à son retour n'est pas le fait des dieux, mais celui de sa propre culpabilité. À maintes reprises, même face à des phénomènes surnaturels, l'Odyssée met en avant les personnages humains comme étant les artisans de leur propre destin. Que les dieux de l'Olympe soient réels ou non dans le film de Nolan importe peu pour le spectateur. En d'autres termes, cette question n'appelle pas de réponse définitive. Toutefois, cette part de doute, ou du moins cette mise à distance, confère aux individus la responsabilité de façonner leur propre monde, un aspect essentiel pour comprendre la véritable portée de cette version de l'Odyssée. Dans un monde régi par les dieux, l'ordre des choses est immuable. La loi de Zeus s'impose à tous, et quiconque la transgresse s'expose à la justice divine, et tout finit par entrer dans l'ordre. Dans un monde régi par les hommes, l'ordre des choses est fragile. La loi de Zeus, fondement de la civilisation, ne constitue qu'une barrière ténue entre les accomplissements des Grecs et un nouvel âge sombre. Si l'on exerce une pression suffisante pour la briser, rien ne garantit qu'elle pourra jamais être rétablie. Le dénouement du film s'inscrit dans ce second monde. À l'instar d'Oppenheimer, le précédent film de Christopher Nolan, il s'agit d'un récit pré-apocalyptique.
Ulysse et le cheval de Troie y jouent un rôle comparable à celui d'Oppenheimer et de la bombe atomique, l'inventeur redoutant que sa création même ne nous ait condamnés. Dans cette optique, le film s'achève sur une note particulièrement sombre. Ulysse confie même à Pénélope que leur histoire ne sera transmise que par le chant, car les chansons seront tout ce qui leur restera une fois disparus ceux qui savent écrire. Toutefois, la fin ne laisse pas cette impression de désolation qui émane indéniablement de celle d'Oppenheimer. La scène est baignée d'une lumière chaleureuse, Ulysse et Pénélope sont tout sourire alors qu'ils font voile vers une terre inconnue, et Télémaque incarne l'espoir dans sa tenue royale. En réponse aux sombres prédictions de son époux, Pénélope affirme avec conviction que nous survivrons. La civilisation finira par renaître, même si l'ère actuelle touche à sa fin. Je ne suis pas le premier à remarquer que cette adaptation de l'Odyssée semble résonner avec notre époque, où les liens de la civilité paraissent particulièrement fragiles, voire totalement rompu. Peut-être Nolan espère-t-il que son film nous amènera à nous recentrer sur ce qui compte vraiment dans la vie et qu'il est encore temps d'éviter de sombrer dans un nouvel âge sombre. Ou peut-être devrions-nous trouver du réconfort en sachant que nous avons déjà traversé de telles épreuves, que la grande histoire de Ulysse a perduré malgré tout et que la civilisation a bel et bien fini par renaître. Honnêtement, je ne sais pas si la fin de l'Odyssée est heureuse pour l'humanité dans son ensemble, mais malgré le pessimisme ambiant, il me semble impossible de la percevoir autrement que comme une fin heureuse pour Ulysse. Pour faire le lien avec un thème récurrent dans l'œuvre de Christopher Nolan, il a eu raison de rentrer chez lui. Repartir alors que l'amour a retrouvé sa place dans sa vie n'a rien d'une épreuve insurmontable. Avant la sortie du film, Christopher Nolan s'est entretenu en interview pour expliquer pourquoi il avait choisi de s'attaquer à cette adaptation audacieuse, évoquant les souvenirs marquants qu'il gardait de sa lecture du poème antique durant sa jeunesse. Il a également établi un lien entre ce projet et Oppenheimer, soulignant l'influence de son propre travail sur cette démarche. Comme il a expliqué. En sortant de Oppenheimer, j'éprouvais un étrange mélange de désespoir et d'optimisme. Ce film s'apparentait presque à un film d'horreur pour moi. C'était un sujet très troublant avec lequel j'ai dû vivre pendant quelques années, penser sans cesse à la guerre nucléaire et à ce dont l'humanité est capable. J'étais bien content de passer à autre chose, mais en voyant l'Odyssée, on finit par comprendre que je n'ai pas tout à fait réussi à m'en défaire. Toutefois, au-delà de cela, Nolan a cherché à trouver un équilibre entre la dimension hors norme et emblématique d'un personnage comme Ulysse et la nécessité d'en faire un individu à part entière, une démarche qu'il avait déjà adoptée pour ses films Batman. Ces 3 films constituaient une expérimentation constante visant à humaniser le récit. Pour l'Odyssée, il s'agit du même équilibre, a-t-il souligné. À première vue, je ne pensais pas qu'il y aurait un grand lien entre les deux, mais l'expérience acquise sur les films Batman m'a réellement aidé pour ce projet. Nolan a également cité La dernière tentation du Christ de Martin Scorsese comme source d'inspiration. Scorsese y a employé des procédés techniques très stimulants, mais au-delà de cela, la figure du Jésus qu'il dépeint et la manière dont il traite le personnage constituaient un véritable défi pour le public. Il est toutefois remarquable qu'il ait également su tirer des enseignements de sa propre filmographie. Ce qui en fait l'un des meilleurs films de Christopher Nolan. Et si l'on en croit les notes jusqu'à présent, ça en fait le premier film de Nolan. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aimerais rajouter? N'hésite pas à le faire dans la zone commentaire. Et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.